Espace TV, les grandes gueules, tout sur les dessus de l'actu. Ahmed Kamara, Zachary Milimono, Roby, Mohamed Djibril Kamara, Moussa Moïsila, Lamine Girassi forment les grandes gueules. Bienvenue chez les GG, mesdames et messieurs, ce mardi matin, 1h30, vous aider à mieux comprendre l'actualité. Le but de ce talk show tous les matins sur Radio Espace, mais aussi le soir à la télévision, vous avez accès à Espace TV. Nous vous remercions de votre fidélité. On part avec ce sujet d'ailleurs aujourd'hui, alors que le pays demeure confronté à la pire crise sanitaire de son existence au plan politique. Eh bien, les grandes manœuvres se dessinent dans la perspective des élections locales et présidentielles prévues pour se tenir en cette année 2015. La majorité au pouvoir va devoir donc affûter ses armes et trouver les arguments qu'il faut pour convaincre les Guinéens à faire à nouveau confiance à l'actuel locataire du palais Sékou Touré. Que pourra-t-elle mettre en avant, entre autres, les questions que nous nous posons ce matin? De quel bilan va-t-elle se prévaloir? C'est la grosse question, ou ce sont des questions donc posées ce matin par Aboubacar Diallo. Un invité de taille ce matin, Dr Saliou Bella Diallo, porte-parole de la mouvance présidentielle. Il est notre invité ce matin chez les GG. Encore une fois, merci de rejoindre l'équipe. Bonjour à vous, Tamba. Bonjour, Lamine. Moussa Moïsila, bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, Roby. Bonjour. Voilà, bonjour à vous, Djibril. Bonjour, Lamine. Voilà, mon cher Aboubacar, bonjour. Bonjour, Lamine. Bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse à l'actualité dans cette émission. Scandale financier, vous allez revenir là-dessus, mon cher Aboubacar Diallo. Oui, marchera-t-il sur les brisées du Damantan, Albert Kamara? Vous posez cette question ce matin. Oui, la question est bien posée. Elle vaut tout son pesant d'or. Parce que on a envie de comprendre ce qui se passe au niveau du ministère des Transports. Pourquoi il y a retard à l'allumage? Pourquoi il y a cette inaction qui ne dit pas son nom? Parce que à longueur de semaine, à longueur de jour, on a dénoncé ces scandales à ciel ouvert qui se déroulent dans les différents segments de ce ministère, à savoir, on peut rappeler entre autres l'Office guinéen des chargeurs, la Société navale guinéenne, la marine marchande, sur ce dossier, bien entendu, et la Sotragui, qui est vraiment le comble de l'horreur, parce qu'on vous a dit ici dans ce studio que c'est une société qui a été complètement sectionnée, fractionnée et déglinguée. Et aujourd'hui, on n'en est plus qu'à une trentaine de bus. Le conseil d'administration a fait ce qu'il pouvait faire. Dame Makale Traoré a eu le courage de sortir sur cette antenne pour dénoncer les dysfonctionnements constatés au sein de l'entreprise. Rien n'a été fait. Nous avons crié à gorge déployée nos récriminations par rapport à cette inaction. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, il est important de dire que de l'autre côté, au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et du travail, le ministre Damantan a pris ses responsabilités, même si, à mon avis, il allait un tout petit peu vite en besogne. Il ne me dira pas le contraire, parce que je suivais ce dossier il y a très très longtemps. Il y a, alors, vous allez essayer de mettre un petit peu à l'actu, parce que les auditeurs ne comprennent pas ce que vous dites. Quand vous dites qu'il a pris le devant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est ce que je vais détailler. Voilà. Il y a cet office, l'Office national de la formation, du perfectionnement, de la formation professionnelle et du perfectionnement, qui donc a été sur lequel on planait des soupçons de détournement de 7 milliards de francs guinéens. Alors j'ai dit, parce que le ministre lui-même est sorti sur un site de la place, Guinée News en .org en l'occurrence, il a dit que on en était au stade des soupçons et qu'il n'était pas prudent d'accuser qui que ce soit. Donc je pense que dans la foulée, un atelier de validation des différents rapports, parce qu'il y a un rapport, il y a un rapport d'audit organisationnel institutionnel qui a été commandité donc sur la gestion, sur le fonctionnement de cette EPA à l'interne. De l'autre côté, il y a un rapport d'audit de l'inspection des finances qui a donc été fait par l'inspection des finances, mais ces différents rapports devaient être soumis à la validation de l'ensemble des cadres et du conseil d'administration du ministère. Ce que j'ai appris à la validation le 12 février dernier, on ne s'est pas entendu parce que le conseil d'administration aurait dit qu'il n'a pas du tout été associé à l'élaboration de ces différents rapports. Donc le conseil d'administration aurait simplement quitté la salle. Ce qui fait que ces différents rapports n'ont pas été validés. Jusqu'à hier, je prenais langue avec le ministre Damantan qui m'a dit que c'était pas mûr.
est-ce qu'il a suffisamment d'éléments pour dire que les soupçons ont été confirmés et que, donc, par conséquent, il fallait prendre une décision pour dégommer le directeur, l'ancien directeur, M. Mohamed Keïta et son adjoint? C'est lui seul qui a le pouvoir discrétionnaire, celui qui sait jusqu'à quel niveau il y avait, ces soupçons étaient avérés. En tout cas, sur le plan institutionnel, on n'est pas allé jusqu'au bout parce que officiellement, on n'a pas été informé que ces rapports, que ce soupçon a été avéré. Et est-ce que si aujourd'hui le directeur général sortant et son adjoint ont été dégommés pour ces cas de soupçon, est-ce qu'ils vont répondre de leurs de ce qui pèse sur eux comme soupçon? Ce sont des questions qu'on se pose. Mais je dis que c'est la décision, en tout cas, si on se réfère au sens qui s'en dégage, je pense que c'est important. Il y a eu vraiment rapidité à l'allumage. Mais le ministre Damantan n'a pas traîné à prendre ses responsabilités. Il a constaté que il y avait un dysfonctionnement. Et je pense que c'est lui qui a suscité la nomination de Lucien Guilao. Maintenant, sur la personne de Lucien Guilao, je n'en sais rien. Beaucoup de choses se disent. Ils sont copains, ils ont travaillé ensemble à Total. Qu'est-ce qui va se dessiner avec cette nouvelle nomination? Ça suscite beaucoup d'interrogations. Allez-y, Roby. Ne tombons pas dans la personnalisation du débat. Je pense que la nomination de Lucien, son adjointe, Mme Keïta, enlèvera la tâche. Mais d'ici là, ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas rapidité dans la décision. Parce quand même qu'il y a un service de l'État qui est ébranlé par un scandale de détournement de plus de 7 milliards et quelques de francs guinéens. Je pense qu'à un moment donné, nous réclamons ici à chaque fois la responsabilité de l'État dans la prise de décision. Là, c'est un bel exemple. Mais sauf que ça doit suivre, le processus doit suivre. Il ne s'agit pas de s'arrêter à enlever les personnes de leur poste. Il s'agit après de poursuivre la chose, puisque si les faits sont établis, si les rapports d'audit nous disent effectivement qu'il y a eu détournement de 7 milliards et que les responsabilités sont situées et que les personnes qui se seraient adonnées à cette pratique sont connues, oui, mais je dis que le processus doit suivre. Pour l'instant, le ministre tape du poing sur la table en prenant une décision qui fait jurisprudence. Je pense que c'est à la justice maintenant de poursuivre le dossier, de mettre les personnes qui se seraient impliquées dans ce dossier-là devant les faits. Maintenant, faut pas dire que la décision a été prise rapidement. Moi, je suis pas d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il est responsable que Damantan Camara, qui, à un moment donné, est la première personne qui dirige ces institutions, puisque ce service relève de son ministère, de dire aux autres services, regardez, exemple est pris ici, toute personne qui s'adonne à une pratique pareille, que ce soit soupçonneux ou établi, de toutes les façons, je prendrai mes responsabilités, je taperai du poing sur la table, et c'est de là on parle de responsabilité de l'État. Allez-y, Moussa. Écoutez, cette histoire tergiverse, il y a de cela belle lurette. Je pense que le ministre Damantan lui-même, il ne le dira pas certainement en public, mais lui-même, il se trouvait dans une situation assez inconfortable. Mais qu'est-ce qui se passe dans notre pays, dans l'administration? Tout est miné politiquement RPG. Tout est miné politiquement RPG. Les ministres n'ont pas assez d'ancrage au sein du parti. Mieux que les directeurs, mieux que les chefs de cabinet, mieux que ceux-là qui occupent les petites fonctions au niveau du ministère. Ce sont eux les vrais gens. Ce sont eux qui font les ministres des fois. Ce sont eux qui décident réellement de tout ce qui peut englober même, tout ce qui peut engager le ministère entièrement. Je pense qu'il y a lieu de dénoncer cela. Le président de la République s'est illustré depuis sa prise de fonction par ce laxisme. Il n'y a pas eu une seule sanction, un seul exemple de sanction d'un seul cadre, même si c'est un cadre influent du RPG Arc-en-Ciel, pour que l'exemple soit donné, pour montrer à ceux qui l'ont élu et ceux également qui ne l'ont pas fait, qu'il n'est pas là pour faire de la complaisance. Même s'il fait confiance à des cadres compétents de son parti politique, il attend d'eux que le travail soit bien fait. Il n'a pas donné cet exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue à un jeu de chaise musicale, vous fautez quelque part, il apprend, ça fait du bruit dans la presse, il dit, ben tiens, toi aussi arrête de gâter mon nom, bon je t'envoie là où tu peux manger tranquillement, mais ne fais plus ça. Hein. Mais nous, qu'est-ce qu'on gagne dans tout cela? On gagne une mauvaise image, il y a des lieux publics qui sont dilapidés, et après, qu'est-ce qu'on dit? Ben ça va changer, des têtes vont tomber, alors qu'il en pousse tout le temps. Je pense que le président de la République doit prendre ses responsabilités. Il y a eu des dénonciations au niveau de l'Office guinéen des chargeurs. C'est ce qui a valu le départ de l'ancien. Il y a un autre qui est là qui continue la même chose. Des dénonciations au niveau de la société navale guinéenne. Il y a eu des dénonciations. C'est pourquoi il y a eu un départ. Il y a une autre dame qui a la tête. Il y a eu des dénonciations également au niveau des finances. Mais qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de dire que le pouvoir s'illustre par l'impunité, par le laxisme, par la complaisance. Et le parti RPG a fini
par miner toutes les décisions. Si vous n'êtes pas politiquement assis, je sais que c'est le cas de l'ancien directeur qui était au niveau de l'ONF. PP, c'était un gars influent, je me suis renseigné sur lui, du RP Jacques Anciel. C'est pourquoi il a été difficile de le déboulonner. Ça a été fait, mais pas pour le sanctionner pour l'instant. Et vous verrez s'il y aura sanction. J'en serai très étonné. Ouais. C'est en Guinée. Allez, quelques soucis, allez-y. Voilà. C'est en Guinée que me permet Djibril. Ouais. C'est en Guinée que malheureusement, on ne prend pas en compte l'image que l'État renvoie auprès de la population, auprès des partenaires. Lorsque des soupçons de corruption ont plané sur une entité quelconque dans un État sérieux, l'État doit se soucier de cela. Parce que simplement, cette entité-là est en collaboration, soit avec le peuple ou avec d'éventuels partenaires qui peuvent perdre confiance à cause du fait que de simples soupçons ont plané. Je pense que dans une institution, dans un État sérieux, où des soupçons ont plané de cette façon-là, c'est tout à fait logique pour maintenir l'image, parce que c'est de cela qu'il s'agit, la perception de cette entité-là, c'est tout à fait logique qu'il y ait une telle décision qui soit prise. Bien. Mais encore une fois, il faut dire que le ministre Damantan, c'est une personnalité suffisamment équilibrée. Je pense qu'il n'ira pas à prendre des décisions hâtives, si vous voulez, même émotionnelles ou instinctives. Voilà, tout ça là, c'est politique, hein, mon cher. Allez-y, Djibril. Politique, je ne sais, c'est vous qui pensez ainsi, mais ce qui est quand même notable, Lamine, c'est la promptitude avec laquelle le ministre a agi. Il y a des soupçons de scandale qui ont pesé sur une entité de l'État. Je pense qu'il revenait au ministre, et d'ailleurs je me félicite qu'il l'ait fait, il revient au ministre concerné de prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il a fait. Parce que lorsque les soupçons de scandale pèsent sur une entité étatique, ça érode systématiquement l'image de l'État dans son ensemble. Donc c'est important que avant qu'on ne situe les responsabilités, que le département concerné essaye en quelque sorte de laver ou en quelque sorte de redorer le blason de cette entité étatique qui est en quelque sorte ternie par ces soupçons de scandale. Ça c'est fait. Maintenant, il revient à la justice, comme Roby l'a dit, de faire son travail. Et là, ça va être un travail de longue haleine. Laissons le temps au temps et n'allons pas vite en besoin. Les responsabilités ne sont pas encore situées. Il revient à cette justice de situer les responsabilités et pourquoi pas de condamner les sanctions qui s'imposent. Allez-y, Roby, pour clore. Si elle est courageuse. Ce que je voudrais dire, c'est que je vais vous raconter une anecdote. Je suis allé chercher un de mes amis à l'aéroport. J'ai rencontré là-bas le directeur de l'Office guinéen des chargeurs. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. Vous avez dénoncé, maintenant tout ce que vous voulez, c'est qu'on enlève. De toutes les façons, l'argent qu'il y a là-bas, ils ont fini par tout bouffer. Alors vous vous rendez compte qu'un directeur tienne un discours pareil. Le scandale au ministère de la formation professionnelle et de l'enseignement technique, c'est minime par rapport à ce qui se passe au ministère des Transports. Là-bas, c'est un énorme scandale. On ne peut pas comprendre comment des décisions ne peuvent pas être prises. Il y a de l'argent qui a été pris dans ce service-là, soi-disant dans la lutte contre Ebola, etc. Alors, on ne sait pas combien. Quand vous faites la somme de tout ce qu'il y a comme détournement de fonds au sein de tous les services du ministère des Transports, c'est énorme. Je pense que la décision ne devait pas tarder. Je pense que là, ce qui se passe au ministère des Transports, c'est grave. Ça, c'est un premier point. Les scandales se sont succédés. On a aujourd'hui, au niveau de la coordination, on n'en parle pas. C'est vrai qu'on regarde seulement les dons des partenaires, Union Européenne, ONU, etc. Mais il y a beaucoup de pays amis à la Guinée qui ont fait des dons. Où sont passés ces fonds-là? Je suis d'accord. Où sont passés ces fonds-là? Cette coordination. Absolument. Parce que j'ai vu sur Guinée News hier, par exemple, ce qui s'est passé du côté de la Sierra Leone et tout ça, où vraiment les gens se sont servis un petit peu. Ça passait dans tous les sens. Je sais pas si vous avez vu l'article un petit peu à Bakada. Beaucoup de pays ont été solidaires. C'est important. Beaucoup de pays ont été solidaires de la Guinée. Il y a des fonds qui ont été injectés à travers la coordination. Où sont passés ces fonds-là? Beaucoup de choses à dire. Mais vous parlez de la coordination aujourd'hui. Je pense qu'avant cette coordination qui est dirigée par Dr Sakoba, il y avait un comité de coordination, je sais pas, de lutte contre Ebola, qui a engrangé énormément de fonds, mais jamais il n'y a eu un audit par rapport à la gestion qui a été faite de tous ces fonds. Je pense que en Guinée, le problème c'est qu'on ne tient pas compte du principe de la reddition des comptes, comme le dit Djibril. Il y a beaucoup de scandales qui se jouent
dans nos différents secteurs, dans nos différents services. Jamais, je pense que c'est là l'un des gros échecs du professeur Alpha Condé. On l'attendait comme un grand chantre de la lutte contre la corruption. Je pense que c'est comme ça même qu'il est présenté à l'échelle internationale. Mais en Guinée, honnêtement, disons les choses tout nettes, c'est vraiment pas le cas. Parce que le président de la République a du mal à prendre des sanctions, a du mal donc à punir. Et comme ça fait le lit donc de la corruption, la grande corruption. Voilà, on va évoluer avec vous. Voilà, navigation maritime, le navire général Lansana Conté apparaît à nouveau. Donc Moussa Moïsila, qu'est-ce que vous voulez nous apprendre? Allez, vous allez prendre le micro de Tamba parce que là je comprends pas du tout. Allez-y. On parle pêche, on parle également recherche scientifique. La Guinée, et je l'ai appris à mes dépens hier, a un navire du nom du général Lansana Conté, un navire de recherche scientifique, le seul existant dans la sous-région. C'est quand même grave. Ce navire est resté à quai pendant un peu plus de 3 ans, par faute de moyens. L'air marin, l'eau également salée, tout ça a contribué à rouiller complètement le navire. C'est donc un don du Japon à la Guinée en 2003. Ce navire a permis de faire des recherches pour l'Angola, plus d'une fois, pour le Cameroun, pour le Bénin, même au Ghana. Ce navire bénéficie d'énormément de potentialités pour savoir quelles sont les espèces halieutiques dont dispose un pays, parce que les équipements à l'intérieur sont des équipements assez sophistiqués, mais ce navire est resté à l'abandon ici, faute de moyens pour l'entretenir. Quand vous voyez son état aujourd'hui, vous penserez à une sorte d'épave qui flotte sur la mer, parce que tout simplement on n'a pas mis les moyens qu'il faut. Il a bien fallu donc, selon les informations sur place recueillies hier, le chef de l'État qui aurait mis la main à la poche à hauteur de 1,5 milliard de francs guinéens pour retaper un peu le navire afin qu'il puisse sortir à mer, aller faire cette recherche scientifique, parce que nos eaux, disons-le, tout cru, nos eaux ne sont pas du tout rassurantes aujourd'hui. Nos poissons aujourd'hui se portent très très mal. Il y a une surexploitation qui ne dit pas son nom. Donc ce travail qui va être effectué par le navire général Lansana Conté permettra, non seulement c'est comme le recensement de l'habitat que nous faisons pour les humains, donc c'est la même chose pour les poissons. Quelles sont les espèces de poissons que nous avons? Dans quelle partie de la mer? Est-ce qu'il y a des espèces qui sont en voie de disparition? Est-ce qu'il y a une surexploitation? Dans quelle partie de la mer? Donc dans toute la zone économique exclusive de la Guinée, ce navire va faire ce travail de 21 jours et donner les résultats qu'il faut, enfin que des sanctions soient prises, qu'il y ait limitation, qu'il y ait repos biologique, qu'il y ait une batterie de mesures qui vont permettre à la Guinée quand même de sortir de cette liste noire des pays tiers non coopérants. Justement, si vous me le permettez, allez-y. Pour parler de cette liste noire des pays tiers non coopérants, j'ai enfin reçu le rapport de l'Union européenne. Parce qu'il y a eu beaucoup de voyages. Vous vous rappelez des nombreux voyages de l'OCNI et de certains de ses cadres à Bruxelles. Mais on ne peut pas convaincre l'Union européenne rien que par du papier. On peut pas convaincre l'Union européenne avec une délégation, ne serait-ce que, même si c'est une délégation bien étoffée, on ne peut pas convaincre l'Union européenne par cela. On peut convaincre l'Union européenne par des données qui existent, des données palpables, vérifiables sur le terrain. Parce qu'ils ont aussi leurs moyens de vérification de toutes les informations qu'on leur donne. Donc ce rapport qui est là, c'est une petite note qui a été adressée à la Guinée. Ça dépeint un peu tout ce que nous avons raté en matière de lutte contre la pêche illégale, illicite et non déclarée. Ça peint tout ce que nous avons comme faiblesse dans le secteur de la pêche. Imaginez, si j'arrive à trouver juste, puisque nous n'avons pas assez de temps, imaginez que, par exemple, pour 2013, il y a par exemple 55% des fonds normalement qui devraient être récoltés dans le recouvrement dû à la pêche illégale qui n'ont pas été faits. Imaginez qu'en 2014, ça s'élève à 70% qui n'ont pas été du tout recouvrés. Et tout cela, ça fait environ 837 110 euros pour 2013. Et pour 2014, 1 65 570 euros qui reste encore dans la nature parce que la complaisance bat son plein dans nos eaux. Comment, avec tout cela, on peut réussir à sortir de cette liste noire des pays tiers non coopérants? Il y a énormément de choses qui ont été dites là. Le temps ne nous permet pas de tout le dire, mais il y a lieu aujourd'hui que ce navire général Lansana Conté fasse son travail et qu'au niveau du ministère de la Pêche, qu'on prenne une décision. Le nouveau ministre déjà là, hier, on parlait de Moalim, entre autres. Je ne sais pas trop ce qui s'est donné de ce côté, parce qu'il y a trop de remous. Non, les enquêtes continuent, on essaie, chacun cherche à tirer. Moi, je n'écouterai personne.
j'aurai les documents, nous allons continuer le déballage comme je l'ai promis aux auditeurs, aux téléspectateurs. Il y a lieu aujourd'hui de dire qu'au niveau du ministère de la Pêche, c'est un échec. Le locateur de ce ministère doit partir de façon honorable. S'il n'a pas réussi à sortir la Guinée de la liste des pays non coopérants en matière de pêche illicite illégale, et que les petits pays comme le Togo ont réussi, le Belize ont réussi, le Cambodge ont réussi, nous on n'a pas réussi à le faire, je pense que c'est un échec. Il n'y a aucun résultat à montrer au peuple de Guinée qu'ils prennent la porte de façon honorable, qu'ils partent, et nos poissons aujourd'hui sont indésirables dans l'assiette de l'Européen. Il y a lieu aujourd'hui de faire un travail sérieux dans ce secteur, pourvoyeur d'emploi, pourvoyeur de fonds, mais qui est miné par le clanisme. Bien, alors Roby, hier j'ai fait un saut sur internet et j'ai vu un petit spot du gouvernement guinéen. C'est vraiment à solliciter, à féliciter en même temps. On va écouter ça et vous renvoyer. Les grandes gueules, tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Voilà, on dira félicitations à Albert Damantin Camara là-dessus. Hein, voilà. Allez, Roby. Allez, Roby. C'est bien, ça participe de la communication du gouvernement à travers l'extérieur. Sauf que qu'est-ce qu'on va relayer là si l'intérieur est totalement pourri? Non mais il faut le dire, c'est vrai. Bon, ce sont les outils. Aujourd'hui, la technologie nous oblige. On tape tout le temps sur le gouvernement à dire le gouvernement ne communique pas. Mais je veux dire, c'est bien de mettre un site internet en place, c'est bien de mettre une page Facebook en place, mais après, ce n'est pas passer toute la journée à nous montrer les photos de Plaza Diamond pour nous faire croire que tout est rose à l'intérieur. Je pense qu'il y a un véritable travail à faire à l'intérieur, c'est bien, je félicite. Mais pour venir un peu à la question du ministère de la Pêche et de ce navire-là qui, de général Lansana Conté, paix à son âme, je veux dire, mais vous vous rendez compte qu'on me dise que c'est le président de la République qui met la main à la poche pour restaurer un navire alors que la navale existe, alors que le ministère des Transports existe, alors que le ministère de la Pêche existe et ce navire-là doit relever de leur service. Mais à quoi ça sert finalement ces entités-là, puisqu'à chaque fois on dit ouais, le président de la République a mis la main dans la poche pour faire ceci, pour faire cela. Il n'est pas là pour faire du gratuit, c'est son rôle. Alors il ne doit pas mettre la main à la poche, il doit pousser les services de l'État à faire leur travail. Mais voilà ce qu'il faut. Mais comment voulez-vous que le président ne vole pas? Comment voulez-vous, Roby, je m'adresse à vous, comment voulez-vous que le président ne vole pas au secours quand il laisse tous les services, toutes les régies se mourir? Mais c'est pas ça la question. La question, c'est pas de mettre la main à la poche. La question est de pousser les services et de pousser le président de la République à prendre ses responsabilités, à sévir. Je pense que c'est le plus grand reproche qu'on fait à ce président, au professeur Alpha Condé. C'est un président laxiste, c'est un président qui tolère trop et qui ferme ses yeux, qui ferme les yeux sur des scandales à répétition, des scandales qui se jouent donc au nez et à la barbe de tout le monde. Je pense qu'on ne peut pas continuer comme ça. On avait cru que c'était un chef d'État qui allait vraiment mettre fin à toutes ces anciennes pratiques. Finalement, ces pratiques ont pris plus d'ampleur sous sa gouvernance. C'est assez honteux pour la Guinée. Pour mieux vous informer et vous servir, consultez désormais les nouveaux outils de communication du gouvernement guinéen. Le site internet www.gouvernement.gov.gn, la page Facebook Gouvernement guinéen officiel, le compte Twitter @GouVGN, les hashtags #GouVGN, #GN224. Ceci est un message du gouvernement guinéen. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Et c'est jusqu'à 10h30, vous le voyez déjà à l'écran sur Espace TV, notre invité qui n'est autre que Dr Salubela Diallo. Il est le porte-parole de la mouvance présidentielle. Beaucoup de réactions sur notre plateforme GGO 437. Ce message, voilà. Lamine dit à Moïse que le RPG est aux périphéries de ce régime et les cadres
qui s'y trouvent sont des recyclés. Désormais, nous attendons... qu'est-ce qu'il veut dire? Nous entendons nous assumer. Voilà. C'est Foutaise qui nous envoie ce message. Réaction, Moïse? Merci à Foutaise. Mais je pense que lui-même, il a été victime à plusieurs reprises de ces coups de poing venant des caciques du RPG qui ne veulent pas du tout voir de visage tout neuf. Je pense qu'aujourd'hui, il y a le parti qui part en bibérine, pour prendre l'expression de Boubacar Diallo. Il y a lieu aujourd'hui de dénoncer cela parce qu'on n'est pas contre le fait qu'il y ait un cadre RPG compétent à un poste, mais lorsque cela se fait dans l'amateurisme, lorsque cela se fait avec ces cas de détournement. Allez, sans je dis une petite réaction, Moïse. Voilà. Allez, on va continuer avec les SMS des auditeurs. Lamine dit à Boubacar que les fonds de la coordination de lutte contre Ebola sont gérés par l'UNICEF. Et c'est Mohamed donc qui nous envoie ce message en direct. Le bilan du RPG est très visible. Plus d'insécurité, plus de laxisme, plus de gabégie. Il y a un point réussi, c'est la stabilité de la monnaie. C'est Alassane donc qui nous envoie ce message en direct. L'armée guinéenne, la démagogie, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Voilà, Dr Salou Bella Diallo est avec nous dans ce studio. Beaucoup de messages qui tombent à l'instant T. Mais d'abord, ce que je vais faire, c'est de se souvenir ce matin avec les auditeurs. On va essayer de remonter le temps, si vous le voulez bien avec moi. Et je vais essayer de partir avec ce bouton, ce que ça va donner. Les grandes gueules. À l'IFDG, le principe, c'est la tolérance, c'est le pardon, c'est le consensus, c'est l'union. Il faut accepter tout le monde, il faut ratisser large, il faut être au-dessus de la mêlée. Nous voulons que toutes les sensibilités viennent à l'IFDG. Nous voulons rassembler au maximum. Même les autres partis politiques sont les bienvenus pour que nous puissions faire un méga parti qui va nous conduire inéluctablement sous peu à la victoire. D'abord législative et puis présidentielle. Donc nous sommes prêts à accueillir tout le monde, sans considération de sexe, de religion, d'ethnie. Donc nous sommes là et nous attendons tout le monde et c'est le mot d'ordre. C'est pourquoi l'implantation qui se fait, il y a toutes les régions, toutes les religions, toutes les races qui viennent en affluence, adhérer au parti, s'implanter et prendre des fonctions politiques. Donc cette politique c'est ça. Et c'est ensuite le souci du développement, de sortir la Guinée de ce développement, de sa misère, avec toutes ces ressources que nous avons. Réellement, c'est de prendre toutes les dispositions pour assurer la victoire à la Guinée et sortir la Guinée de cette situation qui est vraiment regrettable malgré nos potentialités, malgré nos ressources, que ce soit humaines, financières ou matérielles. Voilà. Les grandes gueules. C'est le docteur Salou Bella Diallo. Bonjour docteur et bienvenue chez les GG. Bonjour. Comment ça va ce matin? Très bien. Voilà. Vous vous reconnaissez? Très bien. Ouais. Vous reconnaissez votre voix? Tout à fait. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce revirement à Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez ces propos? À 360 degrés. Mais ce que vous devez savoir, la vie elle-même est son propre contraire. Si ce n'était pas le cas, il n'y a pas de changement. Ouais. Donc, si à un moment donné, ce que je vais vous informer, de 2005, j'étais leader politique. D'abord à l'UPR, où on m'avait refusé d'être vice-président. Il y a eu plus de 1500 signatures m'autorisant à créer mon parti, AFIA, et je l'ai déposé. Il y a eu des oppositions, et j'ai fonctionné par mon récépissé. Et à partir de là, un ami personnel, M. Nana Souna Yansane, m'a donné son parti qui n'était que l'UNPG. J'ai été investi, j'ai invité les médias, et je me suis engagé aux dernières élections communales et communautaires de 2005. On a eu des élus. Ouais. C'est après ça. Ouais. C'est après ça que nous avons décidé de créer un parti. Bien. Donc le parti AFIA. Oui, c'était le parti AFIA. Ok. Bamamadou et moi, paix à son âme, nous nous sommes retrouvés à Paris. Et d'autres, le président actuel de l'IFDG nous a rejoints. Nous avons décidé de nous unir et de faire taire les contradictions et de créer un parti. Bon. Mais une fois que Bamamadou est décédé, les éléments qui nous unissaient autour de lui, avec le consensus que nous avions convenu, tout a volé en éclat et finalement, moi j'étais leader dès 2005
Et je me suis décidé de me Est-ce que vous maintenez ces propos? Est-ce que vous maintenez ces propos? L'UFDG, c'est un parti transversal. Nous acceptons tout le monde. Mais nous qui sommes n'est pas un parti tout parti est transversal. Voilà, c'est ce que je dis justement. Mais non. Tous les partis sont transversaux. Je veux juste qu'on soit clair. Tout docteur. à fait. Vous inquiétez pas. Non, je ne m'inquiète pas. Bien. On va suivre. On va continuer. On va continuer à remonter le temps. Et on va revenir dans un instant. Je suis à votre disposition. À vous. Voilà. On écoute ça. Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur Guérassi. Et bienvenue dans cette émission. Merci, c'est avec plaisir. Voilà. Allez, on va essayer de libérer nos esprits ce matin. Exactly. Voilà, exactly. Allez, Ahmed, on s'intéresse à cette campagne. Ça n'a pas été facile, on peut le dire. Effectivement, ça n'a pas été facile. Une campagne très bouillante. Mais d'abord, un tour d'horizon, Monsieur le Président, sur ce processus. Dans 48 heures, les Guinéens seront aux urnes pour les élections législatives. Un tour d'horizon sur tout ce qui s'est passé dans ce pays au compte de ces législatives. Écoutez, la première leçon qu'on peut tirer, c'est l'incapacité du régime à organiser des élections transparentes. Ce qui s'est passé autour de ces élections donne l'illustration qu'on a un régime incapable de gérer le pays. Jamais dans l'histoire, à ma connaissance, on a vu un gouvernement reporter 4 fois une élection. Alors, est-ce qu'il faut mettre tout cela au compte du gouvernement ou de l'institution chargée d'organiser ces élections, la CENI? L'ingérence du gouvernement dans le fonctionnement de cette institution est connue de tous. C'est clair. Et deuxièmement, je vous réfère aux conclusions du dialogue avec la communauté internationale, la médiation internationale, pour vous rendre compte que les choses n'étaient pas au point. S'il y avait une mauvaise foi de l'opposition, il serait ressorti clairement que ces élections auraient dû se tenir un peu plus tôt. Mais même avec cette médiation, vous avez vu cette évolution en dents de calendrier. Et vous avez vu dans quelles conditions c'est. Sous l'effet de lassitude de tous, qu'on prévoit ces élections pour après-demain. Mais dans les conditions normales, rien ne garantit la transparence. Et c'est cela ma préoccupation. Pourquoi? 4 jours pour ajuster ou corriger les dysfonctionnements constatés, c'est peu. Et je crois pouvoir dire qu'un commissaire l'a dit sur une radio internationale que 4 jours, c'est pas suffisant pour qu'il corrige. Alors le risque dans cela est que nous allons avoir nos compatriotes qui ne vont pas pouvoir voter parce qu'ils n'auront pas eu leur carte d'électeur. Je viens de l'intérieur du pays à 48 heures. Il y a 48, je vous garantis, il y avait au moins les zones, les villages que j'ai visités, le tiers ou même la moitié des gens n'avaient pas reçu leur carte. Alors, M. Kasso, imaginez une élection dans laquelle, si cela se confirme sur l'échelle nationale, quelle frustration cela peut créer le lendemain des élections. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Ça, c'est important pour les auditeurs. Voilà, on va s'intéresser évidemment à notre invité, monsieur Saliou Bella Diallo. Voilà, docteur, ça vous fait quoi de réécouter tout cela? Non, je vois que c'est un constat que vous êtes en train de faire et qui dénote que nous-mêmes et qui démontre la loi biologique, la loi même politique. Chacun de nous et nous-mêmes, chacun est lui-même et son propre contraire. C'est-à-dire que toute chose change en fonction des objectifs. Et le monde contemporain, c'est un monde d'objectifs. Et si vous vous fixez des objectifs, il y a directement des stratégies qui découlent de ces objectifs, des activités et des moyens qui en découlent pour que vous puissiez atteindre ces objectifs. Donc, ces personnalités, chacun de nous dit quelque chose en fonction de son objectif. Et finalement, les choses changent et ces objectifs changent. Et ce qui veut dire que chaque jour, nous sommes nous-mêmes et notre propre contraire. Donc, c'est ça la vérité. Dr Saliou Bella vous donne à la constance en politique, à la conviction en politique? La politique, il faut avoir sa doctrine. Et quiconque épouse ta doctrine, tu es avec lui. Et donc, si celui que tu critiquais hier change et que tu vois que vos points de vue concordent, et le mariage est possible. Bien. Dans le plus donc, concret. À tout moment, en politique, on nous enseigne, il ne faut jamais dire jamais. Donc, toute chose change
Et tout est relatif. Ça, c'est des lois qui existent. Alors, Moussa, donc, tout ce que vous venez de faire, tout ce que vous venez de nous faire écouter, ça ne fait que confirmer ces lois de la nature, ces lois qui sont biologiques, politiques, économiques et autres. Mais qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement du régime en place et pour vous convaincre à le rejoindre, à donc le soutenir? Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on estime que c'est pour juste faire mal à Cellou Dalein Diallo. Vous avez un poste de faire valoir, juste. Je ne pense pas que nous n'étions là pour parler d'histoire. Nous étions là pour voir les problèmes en face et examiner. Nous remontons le temps pour revenir. Donc, si vous voulez qu'on parle des raisons d'un divorce, et vous nous prévenez et nous serons disposés. Bien. Il n'y a aucun problème. Ce que je peux vous dire, nous ne sommes pas du tout inquiétés par ces revues-là. Et nous le sommes disposés à tout moment. Nous sommes à votre disposition et ce que nous pouvons vous parier, nous n'aurons jamais honte et nous n'aurons jamais à nous incliner. Voilà. Donc, rassurez-vous. Voilà, on va revenir un petit peu sur le sujet. Il n'y a aucun problème. C'est un feuilleton qui risque de prendre des mois et des mois. Voilà. Et il n'y a aucun problème. Le défi que je vais vous faire, je n'aurai pas à m'incliner sur quoi que ce soit. Bien, pour revenir à l'actualité. Voilà. Ouais, pour revenir à l'actualité, c'est important. Et je pense que c'est mieux. La Guinée s'achemine vers des grandes élections, les élections locales et une présidentielle, où le président, l'actuel chef de l'État, va remettre en jeu son mandat. Et vous êtes de la majorité qui soutient sa réélection. Dites-nous, est-ce que vous avez aujourd'hui un bilan dont vous pouvez vous prévaloir pour charmer à nouveau les Guinéens à faire confiance à nouveau au professeur Alpha Condé? C'est ce qu'on vous assure. La Guinée, on l'a pris là où elle était. Elle n'était même pas sur les rails. On s'est efforcé à la soulever pour la mettre au niveau des rails. Et ensuite, à démarrer. Il faut savoir qu'en 4 ans, on ne peut pas tout faire. Mais ce qu'on a déjà engagé nous assure avec optimisme notre victoire. Ce qu'il faut savoir, la Guinée où c'était un fourre-tout avec une gestion que vous connaissiez. Les gens qui se vantent devant nous, ils ont géré et on connaît le résultat de leur gestion. Et actuellement, nous sommes en train d'assainir la chose publique. Avec des scandales. Docteur Saliou Bella, c'est bien d'aller dans le général. Mais donnez-nous des éléments concrets. Parce que quand ils transportent des vases qui sont remplis de liquide, c'est possible que tu butes et des fois quelque chose se verse. Donnez-nous des résultats concrets, des éléments concrets. Des résultats concrets, on est en train d'évoluer vers l'émergence de la Guinée. Nous sommes en train d'assurer la bonne gestion. Depuis le point d'achèvement qui est à l'actif du professeur Alpha Condé, nous sommes en train d'engager de bons projets qui vont nous sortir du sous-développement. Donc, les méga-projets que nous avons, commencez par Caleta. Est-ce que Caleta ne va pas nous dispenser d'importer de la lumière ou de nous passer de la lumière? Sous peu, nous allons exporter. Mais concrètement, c'est une performance. Concrètement, docteur. Concrètement, la lumière, c'est concret. On vous assure la lumière dans les 2 mois aujourd'hui en Guinée, mais non, docteur. Dans les 2 mois qui suivent, Caleta va être fonctionnel. J'ai pas dit le contraire. Et ensuite, l'eau va être disponible. J'ai peur que vous puissiez, demain encore, qu'on revienne sur vos propos là, à l'antenne, parce que c'est très grave. On va revenir. Soyez tranquille. On organise un peu le débat. On va revenir un petit peu sur le dialogue interguinéen. C'est très important. Il n'y a aucun problème. On vous a eu dans cette émission. Tout à fait. Il y a 2 mois de cela, où vous vous sentez un petit peu, vous semblez un petit peu perdu, si vous voulez, pas du à l'antenne. Maintenant, laissez-moi poser la question. En ce qui concerne le dialogue interguinéen, c'est très important qu'on revienne dessus, parce que j'ai l'impression quelque part qu'on joue. Je parle de l'opposition, je parle de la mouvance présidentielle. Finalement, à la fin du compte, votre analyse par rapport à tout cela, qu'est-ce que vous avez à dire? À qui la faute finalement? Bon, d'abord, ce qu'on va vous dire, j'ai demandé si vous aviez besoin de mon CV. Moi, je suis détenteur d'un diplôme de pédagogie en France. Et je regrette fort que vous m'interpelliez au téléphone, que vous me laissiez parler. Et après, vous faites le tour pour me critiquer, me juger. Et après, vous ne me donnez pas l'occasion de me défendre. C'est une mauvaise pédagogie. Mais non, de toute façon, je reviens sur vos questions. Concernant le dialogue interguinéen a été engagé grâce au professeur Alpha Condé. C'est à son actif. Il nous a permis, il y a eu 3 dialogues. Les 3 dialogues, le premier nous a donné la création de la CENI et ensuite les droits qui reviennent aux partis politiques, qui a permis aux partis politiques de circuler partout et de travailler. Le deuxième dialogue, qui a été démarré le 5 juin 2013, a connu 2 étapes. C'est du 5 au 9 juin et
du 2 au 3 juillet. Ça nous a permis d'avoir les conclusions du 3 juillet. Ça nous a fait déboucher à l'organisation des élections législatives, qui nous a doté d'une assemblée mettant fin à la transition. Et donc, nous n'étions plus, à partir de cette investiture de l'Assemblée, un pays qui est en phase de transition. Donc, nous étions totalement démocratiques. Ouais. Et les gens confondent deux choses. Actuellement, où nous en sommes au niveau du dialogue. C'est un fourre-tout. Vous pensez, puisque vous n'êtes pas informés, que nous parlons du plagiat. Donc, maintenant, les dialogues ont permis d'organiser les législatives. Le troisième dialogue a permis de passer à revue les conclusions du 3 juillet pour savoir où nous en sommes sur l'application de ces conclusions. Et il se trouve qu'actuellement, les partenaires, c'est-à-dire que l'opposition, confondent la transition et un pays largement démocratique. À partir du moment où on a créé une CENI qui est une institution républicaine, et étant donné que l'Assemblée est investie, nous sommes un pays démocratique. Si on veut revoir une institution, il faut le soumettre à l'Assemblée pour que celle-ci se prononce de la pertinence de cette demande. Pour que nous, partenaires politiques, mouvances et opposition, puissions siéger et délibérer. Voilà, c'est le premier point. Le deuxième point, ces conclusions sont à 80% exécutées. Il n'y a que 20% qui sont en voie d'exécution. Et actuellement, l'opposition qui cherche encore d'autres revendications pour pouvoir retarder l'évolution afin que soit empêchée l'organisation des élections, soit présidentielles ou communales et communautaires, voudrait inventer qu'on se retrouve encore autour d'une CENI. CENI qui est une institution. Donc pour vous, c'est l'opposition qui joue le mauvais jeu, qui est le mauvais partenaire et qui bloque le processus de dialogue. Oui, tout à fait, puisque d'abord au troisième dialogue, les 5 points, d'abord les 4 points du deuxième dialogue, c'était le recrutement d'un opérateur technique et la revue du fichier. Le deuxième point, c'était le fonctionnement de la CENI. Le troisième point, c'est le vote guinéen de l'étranger. Et le quatrième, le chronogramme. Bien. Le troisième dialogue, c'était 5 points. Le recrutement de l'opérateur technique, l'organisation des élections communales et communautaires, et le libre exercice des partis politiques à travers le territoire national et l'accès équitable au niveau des médias publics et privés. Le quatrième point, c'est l'identification des fauteurs de troubles concomitants à l'organisation des élections législatives, leur condamnation et l'indemnisation des victimes. Et le cinquième point, c'est les garde-fous. Comité de suivi, comité technique et comité de veille. Tout cela a été fait. Tous ces points sont réglés. Les points qui sont en voie de règlement, c'est l'organisation des élections communales et communautaires, et c'est ensuite l'instruction pour identifier les fauteurs de troubles, leur condamnation et l'indemnisation. Et l'opposition voudrait qu'on puisse indemniser quelque chose qu'on n'a pas fini d'instruire. Alors que les ministres intéressés sont venus à la salle des actes au cours des dialogues pour faire leurs prestations. Et l'opposition les a même applaudis. Et c'est qui a promis, Dr Saloubela? Le ministre d'État. C'est qui qui a promis, Dr Saloubela? Le ministre d'État. C'est qui a promis, Dr Saloubela? Qui a promis quoi? Quand vous parlez d'indemnisation et tout ça, attendez. On va poursuivre le débat. Après qu'on finit. Attendez. On va poursuivre le débat. On va poursuivre le débat dans un instant, mesdames et messieurs. On revient. Toute l'équipe des GG, c'est dans moins de 5 minutes sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Encore une demi-heure passée ensemble, mesdames et messieurs, chez les GG. Très nombreux ce matin à réagir via notre plateforme GG au 8037. Notre invité, vous le voyez à l'écran, c'est bien sûr Dr Saloubela Diallo, porte-parole de la mouvance présidentielle. Invité exceptionnel ce matin chez les GG, on le disait à l'entame, alors que le pays demeure confronté en tout cas à la crise sanitaire de son existence. Au plan politique, les grandes manœuvres se dessinent dans la perspective des élections locales et présidentielles prévues pour se tenir cette année 2015. Et pour en parler ce matin, évidemment, notre invité, Dr Saloubela Diallo. Nous continuons le débat. Alors, docteur, vous nous parliez tout à l'heure d'effectivité démocratique de notre pays. Pensez-vous aujourd'hui que le processus de la démocratie s'arrête simplement à l'élection présidentielle et législative, alors que le processus électoral n'a pas finalement abouti, puisque les communales et les communautaires ne sont pas encore effectifs en Guinée? Vous savez, on s'était entendu lors du deuxième dialogue que les élections
communales et communautaires seraient organisées au cours du premier trimestre 2014. Ça, c'était OK. Mais les aléas, les intempéries et les imprévus en ont prévalu. Quel aléa? L'épidémie hémorragique Ebola est venue bouleverser tout, avec tout son cortège de malheurs et de déficits. Ça s'est répercuté partout, c'est pas seulement au niveau du département de la santé. Ça s'est répercuté sur tous les départements, sur toute la vie nationale, sur tous les compartiments. L'épidémie Ebola est venue bien loin après, hein, docteur Seloubela Diallo. Après que nous ayons pris l'engagement d'organiser les communales et les communautaires. On ne va pas tout mettre sur l'épidémie Ebola quand même. Hein. Les communales et communautaires étaient prévues au premier trimestre 2014. Et l'épidémie Ebola est venue quand? Est venue au mois de mars. Au mois de mars. Si vous vous souvenez très bien. Et ça a bouleversé tout. Et donc, étant donné que nous étions en bonne phase avec ces méga projets, les infrastructures routières, avec les réformes agricoles, avec les réformes du secteur de défense et de sécurité, avec les réformes sociales au niveau de l'éducation, au niveau de la justice, avec tous les acquis que nous avions, l'unicité de la caisse, avec la plus-value que nous avions au niveau des recettes de l'État. Alors nous étions même prêts à financer toutes les élections, aussi bien communales et communautaires que présidentielles. Et tout le monde commençait à trembler. Ils ont dit que le professeur Alpha Condé va bouleverser toutes les données. Il est capable pour la première fois, étant donné depuis notre indépendance, après 3 ans de gestion seulement, l'économie qu'il a faite, il est prêt à financer seul, de façon autonome et indépendante, les élections. Et à partir de là, il va donc voler, il va s'accaparer de tout le butin. Alors que c'est le contraire. Si on dit aux bailleurs de fonds que nous sommes prêts à financer les élections, c'est qu'on leur fait des économies. Puisqu'ils, non seulement ils ont l'enveloppe annuelle qui est votée, une partie qui consacre aux entretiens de ressources humaines qui doivent être présentes ici, mais l'autre à la contribution au niveau financement local, à sa durnée, tout ce qui s'ensuit, matériel et finances directes. Donc, on leur favorise des économies. On dit qu'on ne veut pas ça puisque nous apprenons à gérer bien. Et nous avons commencé à faire même des infrastructures routières entièrement financées par l'État. Nous avons commencé à faire la toilette au niveau de l'urbanisme par des enveloppes 100% guinéenne. Bien. Parce que vous évoquez ce sujet, docteur Bella. On ne va pas dire que tout est noir avec la présidence de Condé. C'est pas possible. Ouais, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Mais vous n'allez pas dire quand même le contraire avec les détournements qui se font. On a tapé ici sur la table. Il y a même les avocats qui sont montés un petit peu au créneau. Je parle du ministère des Transports, évidemment. On va essayer de toucher un petit peu à la plaie, monsieur docteur Bella. C'est très important. L'insécurité aujourd'hui, vous l'avez dit tout à l'heure, Ebola est venu. On connaît un petit peu la chanson, ce qui se passe. Vous n'allez pas me dire que tout est noir. Je veux dire que tout est rose. Tout n'est pas rose. Voilà. Tout n'est pas rose. Et si va la vie. Et si au niveau Docteur Bella. Non, mais comment ça va la vie? C'est pas possible. Bon, mais attendez. Oui. De la même façon, si vous pilez quelque chose, que vous le vouliez ou non, quelques graines vont tomber. Actuellement, avec notre gestion, on reconnaît qu'il peut y avoir des faillites. L'erreur est humaine. S'il y a des détournements, ils ne sont pas nés aujourd'hui. Et nous sommes prêts à les, à les maîtriser et à sanctionner les fautifs. Les scandales financiers, ça fait 4 ans que ça dure. On va essayer d'organiser le débat. Si on remonte Est-ce que ça vient de commencer? Non, mais la responsabilité d'un président de la République commence à partir du moment où il prend la gestion du pays. Ça, c'est un premier aspect. Deuxième aspect, c'est que les scandales financiers, on n'en finit plus de dénombrer depuis les mines, en passant par le ministère des Transports, etc. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'il n'y ait pas possibilité de prendre sanction? Nous condamnons ce détournement et nous avons chargé l'exécutif, le professeur Alpha Condé en personne, a mis le ministre d'État chargé de la justice, garde de Sceaux, à instruire très rapidement toutes ces infractions, de faire la lumière et de condamner les victimes, de réparer les dégâts. C'est qu'un pays pleinement démocratique, nous sommes en train de gagner des points. Donc, Moussa, la justice doit faire son travail. On ne doit pas faire des interférences. Le président doit attendre que la justice fasse son travail. Allez-y, Moussa Moïse. Alors, docteur Seloubela, on a l'impression que vous connaissez à peu près, vous connaissez mal votre nouvelle famille politique. Vous avez du mal à vendre les couleurs du RPG, mais en même temps aussi le bilan du
du président de la République parce qu'il n'y a pas grand-chose à vendre en fait. Allez, Moussa, non, mais c'est mon point de vue. Prenons la gestion Ebola. Aujourd'hui, on se casse le visage dans le mur. Nous sommes dans de petits souliers face à d'autres pays qui ont connu la même crise après nous. La gestion Ebola, c'est un échec aujourd'hui. Vous ne le trouvez pas? D'abord, ce que je veux vous dire, c'est votre point de vue. Oui. Prenez par exemple l'anniversaire du 2 octobre où on est en train de passer un toilettage de toutes les préfectures du pays. Docteur. Revenons à Ebola. Docteur, voilà. On est à Ebola. Voilà. On est à Ebola. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, la question de Moussa est très simple? C'est une réussite au niveau de Ebola. Docteur. Nous ne sommes pas au même titre que tous ces pays-là. D'abord, nous souffrons de nos propres lacunes. Nous sommes largement hospitaliers. Il faut que nous puissions arrêter la porosité de nos frontières. Il faut que nous puissions... D'abord, la particularité guinéenne au niveau Ebola, c'est qu'il y a eu en même temps l'éclatement en milieu urbain et en milieu rural. Dans les autres pays, c'est en milieu rural. Et il faut voir la contribution des leaders locaux, des militants, des citoyens au niveau des circonscriptions globalement prises. Et la contribution des ressortissants, maintenant l'engagement de l'État à tous les niveaux. Le président lui-même dit qu'il reconnaît un échec là-dessus. Quand vous vous dites ce matin c'est pas un échec, c'est une évolution. Qu'on ouvre un petit peu les yeux, docteur Saloubela. Je comprends très bien que vous voulez défendre la mouvance présidentielle. Mais vous n'allez pas me dire que la gestion de la crise Ebola, que c'est une réussite, docteur Saloubela. Quelle est la tendance de la courbe actuellement? Elle s'est infléchie, elle descend et bientôt elle va connaître le point zéro. On le souhaite. Donc, c'est une réussite, c'est une évolution. Et nous connaîtrons Ebola zéro dans les semaines qui suivent. Allez-y, Tamba. Nous allons en venir à cette politique. Nous allons en venir à cette politique zéro Ebola en 60 jours. Mais bien entendu, vous convenez avec nous qu'Ebola était plus présente en Sierra Leone. Allez-y. Voilà, Ebola était plus présente en Sierra Leone et au Libéria. Avec l'action de la communauté internationale, le président Obama le rappelait, il y a eu plus de réussite du côté de la Sierra Leone et du Libéria. Je pense que ce qui fâche, ce qui est problème aujourd'hui en Guinée, c'est qu'on refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Dites-nous, qu'est-ce qui, d'après vous, fait la particularité, vous parlez de réussite, qu'est-ce qui a fait la particularité pour que des pays qui en souffraient beaucoup plus en soient arrivés à plus ou moins vaincre aujourd'hui l'épidémie par rapport à une Guinée que l'on dit plus lotie? Voilà, maintenant, moi, ce que je dois vous dire, je suis un professeur d'université, je suis médecin spécialiste et je connais ce que je dis. Je vous dis, il y a quelques facteurs. Donc, premièrement, la porosité au niveau des frontières, où les malades des pays endémiques traversent rapidement une fois qu'elles sont cernées. Ces personnes sont cernées. Ce n'est pas la question, fuient le pays. Deuxièmement, la question, c'est ce que je suis en train de dire. Deuxièmement, il y a eu une concomitante éclosion de l'épidémie en milieu urbain et rural. Troisièmement, il y a eu un déficit d'engagement de toutes les fractions démographiques du pays. Donc, et là, c'est sur ça que nous devons appuyer, sur ces, sur ces différentes composantes. C'est important de revenir selon le schéma quand même sur l'actualité politique. Justement. Bon, parce que vous disiez tantôt que à l'ordre du dernier dialogue, il y avait 5 points et que pour vous, tous ces 5 points ont été évacués. Oui. Donc pour vous, il n'y a plus matière donc, à aller dans un processus de dialogue en Guinée, si on vous comprend très bien. Et vous semblez donc faire porter tout le chapeau de la crise politique en cours à l'opposition. Alors, est-ce que vous avez essayé de regarder en face vos propres, dans votre propre camp pour savoir si la faute ne vient pas souvent de votre camp? Parce qu'on sait que assez généralement, c'est le président de la République qui s'immisce dans le débat politique. Est-ce que vous avez essayé de regarder de ce côté? Le président ne s'immisce à rien. Une fois qu'il y a eu revendication de l'opposition, il délègue, il charge le Premier ministre de trouver un cadre de concertation. D'abord, la mouvance a dit l'opposition doit abandonner les manifestations. Ce n'est pas une stratégie efficace. Ouais. Les manifestations ne riment à rien. Donc, le dialogue, c'est le meilleur cadre. Heureusement, au cours du deuxième dialogue, l'opposition a largement reconnu ça. Et ça nous a donné de bons résultats. Au cours du troisième dialogue, qui a fait le bilan, qu'est-ce qui n'est pas exécuté? Leur premier point de revendication, qui était la chose la plus chaude, c'était l'opérateur technique. Ça a trouvé sa solution.
Ils sont pas d'accord avec. Comment ils sont pas d'accord? Est-ce que Monsieur Kalivogui Yansane, il est député de son État, honorable Kalivogui Yansane. Il est membre du bureau exécutif de l'UFDG, membre du conseil politique. C'était le représentant de l'opposition à l'appel d'offres. Il s'est exprimé. Vous devez avoir ces données. Et d'ailleurs, ce que vous devez passer là, vous devriez passer le passage, la déclaration de Kalivogui Yansane. Donc, pour faire l'équité. Donc, c'est pour vous dire que l'appel d'offres s'est passé selon les conditions de l'octroi de marché à République de Guinée. Voilà. Allez-y, Djibril. C'est important de rappeler que l'existence du Parlement ne dénie pas le droit à l'opposition de manifester. C'est important. Moi, je voudrais m'intéresser à votre ralliement. On en a subrepticement parlé tout à l'heure. C'est important de savoir ce que vous avez gagné depuis que vous avez décidé de rallier les rangs du RPG Arc-en-Ciel. Qu'est-ce que vous y avez gagné? Gagner, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire? Par rapport à vos objectifs. Par rapport à vos objectifs. Puisque vous parliez d'objectifs. Non, il faut que vous soyez clair, qu'est-ce que je gagne quand je rejoins. Bon, vous devriez même dire qu'est-ce que j'ai gagné à l'IFDG, là où j'étais. Alors, qu'est-ce que vous avez gagné à l'IFDG? Avant de dire qu'est-ce que au sein de l'UFDG de nouveau que vous n'aviez pas auparavant au sein de l'UFDG. Pourquoi vous tenez à ce que moi je m'exprime sur ce truc-là? Mais c'est important. Donc, une fois, d'abord j'ai été leader avant le leader actuel de l'UFDG. Et ensuite, j'ai contribué à 81% à son installation comme président de l'UFDG. Et s'il y a une incompatibilité d'humeur, c'est que je peux vous dire, et je vous l'ai dit tout de suite, moi je suis prêt à m'exprimer, mais sur des feuilletons tout à fait longs. Et quelle est la problématique? C'est que je vous ai dit, j'ai été chassé de l'UFDG. Et ensuite, je vous l'ai dit enregistré, j'ai été chassé de l'UFDG. Par qui et pourquoi? Nous ne sommes pas là, c'est pas le but de notre présence ici. Oui, mais c'est important. Non, pas du tout. Il faut rappeler les faits. Donnez-moi le cadre. Il faut rappeler les faits. D'abord, donnez-moi le cadre. Avant votre départ de l'UFDG, donnez-moi le cadre. Vous soupçonnez de voir ou d'aller voir. Mais notamment le président de la République. Vous vous acharnez. Oui. Je suis à la mouvance. Oui. Je me trouve très bien. Super. Ce sont mes partenaires historiques. Docteur, attendez. C'est important. Attendez. Au cours de la deuxième République. Docteur. Quelle était l'opposition? Mais c'est nous. Docteur, c'est important que l'auditoire qui nous écoute en ce moment à la télévision et à la radio puisse comprendre. On nous écoute partout dans le monde entier. Trouvez-moi un cadre. C'est ce que nous sommes en train de faire. Justement. 1h30 uniquement consacrée à ça. Allez-y. Mais expliquez-nous. Pourquoi vous avez quitté l'UFDG? Vous avez dit qu'on vous a cherché. Pourquoi on vous a cherché? Chassé par qui je regrette. Pourquoi? Qui vous a chassé? C'est un thème que je vous ai donné. D'accord, il n'y a pas de problème. Traitez les gens, trouvez un cadre. Avec plaisir. Contactez-moi après. Voilà, mais ne me demandez pas qu'est-ce que j'ai gagné à la mouvance. D'abord, ce que je vais vous dire, je me porte très bien. Voilà, et c'est ça le plus important. Et voilà, c'est ça le plus important. Allez, nous allons continuer le débat, mon cher Roby, avec cette autre question. Docteur Saliou Bella Diallo, vous nous parlez tout à l'heure de réussite dans le cadre de la lutte contre Ebola. Alors, dites-moi que dans un pays où on dénombre plus de 1000 morts, je ne connais pas exactement les chiffres, 2000 morts en Guinée, selon vous, 2000 morts, ça vous dit rien? C'est une réussite dans la lutte contre une épidémie dans un pays? Ce que je dois vous dire, que la Guinée, au niveau CEDEAO, a le plus grand nombre de cadres en santé, aussi bien au niveau supérieur spécialiste qu'au niveau intermédiaire, professionnel et bas. Ce qui est étonnant. Et ensuite, Ebola, il faut voir le bilan dans les autres pays. Ce qui nous intéresse, c'est le cas de la Guinée. 2000 morts, 2000 citoyens morts d'une épidémie. Pour vous, c'est une réussite dans la lutte? Pour combien de contaminés? Donc c'est une performance. C'est une grande réussite puisqu'on a enregistré le taux le plus élevé de guérison. Donc c'est une grande performance. Et je suis mieux placé pour vous le dire. Donc il faut bien retenir que la Guinée a sa particularité. Nous sommes intelligents. Nous sommes patriotes et nous sommes engagés. Et au moment où les gens pensent que nous évoluons vers le gouffre, vers l'apocalypse, c'est là que nous étonnons par notre sérénité, par notre sympathie et par notre amour propre pour notre propre pays. Lorsqu'en 2010, on disait contre-indication d'aller vers la Guinée, on était au rouge, le tourisme était à zéro, nous avons organisé, et je suis mieux placé pour vous le dire, puisque j'étais du gouvernement de transition. Donc, on a organisé avec, dans le calme, la paix et l'unité, les élections présidentielles. Et tout récemment, avec les élections législatives, les gens prévoyaient tout et nous avons organisé avec
sérénité grâce au professeur Alpha Condé les élections législatives. Nous sommes on va s'intéresser à ces élections législatives. Tiens, docteur Salou Bella. Ne soyez pas pessimiste. Aujourd'hui, on n'est pas pessimiste du tout. La mouvance, avec votre contribution, on va sortir du sous-développement sous peu avec le professeur Alpha. Voilà. Vous n'êtes pas député aujourd'hui. Comment ça se fait du côté de la mouvance présidentielle quand on sait que on se disait, en tout cas ça se disait quelque part que vous êtes un gros poisson pour la mouvance présidentielle. Comment ça se fait aujourd'hui que vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale? D'abord, l'objectif aussi. Ouais. Oui, l'objectif de notre parti, c'était de contribuer à l'âge où nous étions un nourrisson, c'est-à-dire un enfant de 2 ans. Je parle de vous là. Oui, oui. Ouais. Le parti AFIA. Ouais. Puisque quand on dit vous, c'est parti AFIA. Ouais. C'est pas Salibella qui était la liste nationale, c'était la liste nationale du parti AFIA que je dirigeais, que j'avais l'honneur de diriger. Donc, ce parti avait 2 ans. Mais on a pu être candidat, une liste nationale complète. Comparez là, vous êtes des journalistes aguerris, compétents. Prenez les listes nationales, parcourez, vous verrez qu'elle fait partie des 3 meilleures listes du pays, du point de vue tout paramètre. Et ensuite, on a pu faire notre campagne à nos propres frais. Nous avons eu des candidatures uninominales. Mais comment ça se fait que vous n'êtes pas aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Voilà. Parce que vous dites que vous êtes un parti jeune, c'est ça hein? Voilà, je suis un parti jeune. C'est simple ça. Et j'attends. Le professeur qui est président aujourd'hui, il a cherché le pouvoir pendant presque 50 ans, 40 ans et quelques. Moi, je ne suis pas pressé. Mon objectif, je suis patriote. Je contribue à ce que... Mon objectif était de contribuer au maximum à mettre un terme à la transition, à être doté d'une assemblée plurielle forte qui puisse servir le pays. Voilà, donc, docteur Salou Bella Diallo, notre invité ce matin, il est le porte-parole de la mouvance présidentielle. Allez-y, monsieur Moïse. En 2015, l'enjeu électoral est énorme. Le chef de l'État a affirmé qu'il passerait au premier tour. Haut les mains. Nous savons que beaucoup de leaders politiques, surtout ceux de l'opposition, jouent leur dernière carte, leur va-tout. Vous pensez que le président de la République, au regard du malaise social... Allez, si vous tournez le micro, c'est un peu compliqué. Au regard du malaise social, vous pensez que le chef de l'État, au regard du bilan également, a la possibilité de passer... Voilà, ça passe pas dans... Voilà, allez-y. Je vous assure que nous risquons, et c'est notre souhait, et nous prenons toutes nos dispositions pour qu'on passe directement, pour qu'on gagne directement au premier tour. Puisque d'abord, nos challengés ont géré. Pourquoi vous utilisez le mot risqué? Les grandes gueules. On gérait et nous connaissons qui ils sont au cours de la Deuxième République. Docteur Salou Bella. Donc, nous connaissons les challengés du professeur Alpha Condé. Docteur Salou Bella. Le professeur Alpha Condé, avec ce qu'il a réalisé en si peu de temps, en 4 ans, il va gagner dès le premier tour. Nous allons le propulser comme président avec des élections transparentes. Et nous faisons tout pour qu'il y ait un maximum d'observateurs et pour que, avec les dispositions que la CENI a prises pour assainir le fichier national, pour toutes les dispositions qu'elle va prendre pour organiser des élections et aussi les acquis qu'elle a accumulés depuis l'organisation des élections passées, que personne ne puisse se plaindre de façon vraiment importante. Docteur, donc rassurez-vous, il y a des déçus, vous le savez. C'est normal. Même dans le propre fief du chef de l'État. Dans un pays démocratique, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Donc, dans tous les cas, le professeur passera haut les mains dès le premier tour. Alors, docteur Salou Bella, cette question, vous parliez tout à l'heure du travail que va effectuer la CENI pour permettre au professeur Alpha Condé de passer haut les mains le premier tour. Pensez-vous qu'aujourd'hui, c'est possible quand on sait qu'il y a beaucoup de problèmes au sein de cette CENI? L'opposition relève notamment la question de la parité. L'opposition pointe du doigt le fait que la CENI ait travaillé sur le fichier électoral sans collaboration de toutes les institutions qui devaient être approchées. Vous pensez qu'aujourd'hui, le climat politique permet ce discours, ce genre de discours? D'abord, ce que je dois vous dire, actuellement, il y a un pas qui est franchi. C'est qu'on ne peut pas cumuler les deux types d'élections, communales et présidentielles. C'est séparément. Ce dialogue que nous pouvons organiser entre nous, c'est pour examiner quelle est la priorité, qu'est-ce que nous devons faire, c'est les présidentielles avant ou bien les communales. Et ensuite, la CENI, elle est en train de se parfaire. Vous êtes en train de dire qu'il n'y aura pas d'élection présidentielle en 2015? Donc, elle n'est pas encore parfaite. C'est que forcément, il n'y aura pas d'élection. Forcément, la mouvance vous dit qu'elle organisera au cours du dernier trimestre 2015 les élections présidentielles. D'accord. Ça, c'est noté. Bien. Donc, ce que fait l'opposition, c'est de retarder ce processus pour qu'il y ait vacance du pouvoir et qu'elle puisse déclarer la vacance. Voilà. Non, allez, notre invité ce matin, docteur Salou Bella Diallo, nous allons passer à cette petite rubrique. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non.
Langue de bois, s'abstenir. Il n'a pas l'air, hein, docteur Salou Bella Diallo. Notre invité ce matin, il est le porte-parole donc, de la mouvance présidentielle. C'est très simple. Vous êtes un auditeur fidèle de la radio, docteur Salou Bella Diallo. Donc vous répondez par oui ou par non. Et derrière, vous aurez 1 minute 30 secondes pour essayer de convaincre l'auditoire. Première question, Tamba, oui ou non? Oui ou non, docteur Salou Bella Diallo. Vous maintenez que les nombreux cas d'assassinat, dont celui de Madame Boireau, que la situation sécuritaire, insécuritaire grandissante, et à la fin aussi, le prix du tissu social sont des graines de l'administration, comme vous avez mis à le dire. Oui ou non? C'est non. Ou non? Moussa Moïsila. Votre ralliement au RPG Arc-en-Ciel vous a attiré des foudres au niveau de la Moyenne-Guinée? Oui ou non? C'est non. Non. Roby. D'ici quelques temps, vous n'avez pas un poste, vous n'êtes pas récompensé pour le discours, vous allez basculer dans le camp de l'opposition? C'est non. Non. Allez-y. Oui ou non, le RPG Arc-en-Ciel constitue pour vous un pis-aller? C'est un partenaire privilégié. C'est un partenaire privilégié. Allez-y. Oui ou non, vous observez l'opposition organiser des manifestations. Oui ou non, cette opposition oui ou non, il y a de quoi pour cette opposition de continuer ces marches, ces manifestations? C'est tout à fait non. Voilà. Roby. Docteur Salou Bella Diallo, oui ou non, vous gardez sérieusement une dent contre le leader de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo? C'est non. Non. Voilà. Tourner de Kazakh, chaque fois que ça ne marche pas, est-ce qu'on peut dire que c'est votre philosophie politique? Pas du tout. Pas du tout. Oui ou non, vous êtes parti de l'UFDG avec beaucoup de frustration? C'est relatif. Relatif, oui ou non? Relatif, oui ou non? C'est oui et non. C'est relatif. Ben voilà. Allez, docteur Salou Bella, vous avez plusieurs caméras dans ce studio. On vous regarde du côté de l'Ouganda, du côté de Kankan, entre autres. Vous avez 1 minute 30 secondes pour s'adresser, pour vous adresser, pourquoi pas, à ces militants et militantes, en tout cas, de la mouvance présidentielle. Vous allez affixer cette caméra. D'abord, ce que je veux dire, que la Guinée, c'est une famille. Nous devons considérer qu'il y a 2 mots importants, c'est la paix et l'unité nationale. Le 3e mot, c'est le travail qui nous conduit au développement. La mouvance présidentielle constitue une unité et elle est d'accord pour que l'évolution actuelle de la démocratie puisse continuer grâce à ce qu'elle est en train de faire. Et donc l'opposition, qui est une force, c'est des collaborateurs, ce n'est pas des ennemis. Et nous sommes prêts à travailler avec elle à travers le dialogue pour trouver les solutions à nos problèmes afin que cette démocratie puisse se qualifier davantage et que le professeur puisse être à l'aise afin qu'il puisse continuer son programme avec optimisme et que pour le bien-être des Guinéens, ces projets qu'il a déjà mis en chantier puissent aboutir au bien-être de la Guinée et des Guinéens. Donc je souhaite que ce que le professeur a innové et ce que la mouvance est en train de mettre en acte, que tout cela soit facilité par tous les Guinéens afin que par l'alternance un jour, puisque la démocratie le demande, que cette unité nationale puisse perdurer et que nous puissions dans les années qui suivent, afin que la Guinée, qui est un petit pays, une population modeste avec des richesses importantes, puisse être consacrée au bien-être des Guinéens et que nous puissions être tous heureux et que nous puissions être une Suisse d'Afrique dans les 10-15 ans qui vont venir. Je salue tous les Guinéens et je souhaite que nous nous consacrions à ce pays que j'aime tant afin que nous puissions être une famille heureuse dans les années à venir et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur Salou Bella Diallo. Les GG continuent. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Sur Radio Espace, il va rester avec nous parce qu'on n'a que 3 minutes pour clore l'émission. Beaucoup de messages qui tombent. Oui, on pose cette question. Le président sera-t-il candidat en 2015, Dr Salou Bella Diallo? C'est un auditeur qui pose la question. Est-ce qu'il sera candidat en 2015, le président Alpha Condé? Le président Alpha Condé sera candidat pour son 2e mandat. Bon, il n'y a pas de problème. Allez, là Junior qui dit félicitations Dr Salou Bella, nous sommes fiers de vous. Merci beaucoup, je t'aime mon jeune frère. Eh bien voilà, allez. Sinon, on a aussi ce autre message, parce que là, on ne fait pas de cadeau d'ouftou, Dr Salou Bella Diallo, c'est bien. Il n'y a aucun problème. Alors, les éditeurs qui ne sont pas du tout contents ce matin. Bonjour les GG.
Dites, Dr Salubela, laisser la politique et de rentrer à l'hôpital. Mon Dieu, c'est pas possible. Ils savent que je suis un meilleur médecin, ils ont besoin de mes services, mais je suis aussi politicien depuis que j'étais à l'école primaire jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Je combine les deux avec efficacité et persévérance. Voilà. L'autre auditeur qui dit salut Lamine, dites, allez, tellement de messages qui tombent en même temps. Dr Salubela, de respecter le peuple guinéen. Nous ne sommes pas des maillons qu'ils revoient leur communication. Voilà, le message n'est pas venu au complet. Sinon, il y a Maury qui... ok, il n'y a pas de problème. Cet autre message qui dit bonjour les GG, je ne vais pas dire les gros mots quand même à l'antenne, c'est pas possible, il faut qu'on arrête un petit peu là, voilà. Respectons les invités, c'est important. Salim Oubindi qui dit j'ai honte pour mon pays, dites-moi qui n'a pas... Ok, ça c'est par rapport au sujet. Allez, il n'y a pas de souci. On va essayer de partir avec ce tout sujet dont tu évoquais, Abaka Diallo. Oui, bien entendu, on va s'inviter demain du côté de Kipé. Vous savez que le président de la République était venu là en fanfare, en trombe, lancer les travaux de construction d'une nouvelle maison des jeunes sur un site donc, qui a été identifié, qui a été dédié donc, à cette cause par les autorités du ministère de la Jeunesse. Ce terrain donc aujourd'hui est compromis parce qu'il est louvoyé par des opérateurs économiques. Il s'est passé des choses sur ce terrain. Donc nous sommes en train de mener les enquêtes. Demain, nous allons faire une communication là-dessus. Voilà, franchement, on a dépassé le temps. Allez-y, mon grand. Très rapidement. Moi, ce n'est pas le fait d'avoir changé de camp qui me gêne. C'est parce que je considère la politique comme étant une dynamique et non pas une valeur absolue. C'est important. L'exercice politique est par essence flexible. C'est pourquoi je dis que la constance n'est pas politique. On peut critiquer une personne aujourd'hui et travailler avec cette personne parce que la politique, la constance par définition, elle est convictionnelle. Bien. Donc ne vous étonnez pas que X soit avec vous aujourd'hui, qu'il ne soit pas avec vous demain. Voilà, allez-y Roby. Ça dépend du genre de discours qu'on tient au précédent. Mais pour revenir un peu, moi je voudrais dire quand même qu'il faudrait qu'on nous dise aujourd'hui quelles sont les stratégies qui sont mises en place. On va revenir sur la question de l'insécurité. Pas plus tard qu'avant-hier, il y a eu les coupeurs de route qui ont encore sévi du côté de Kindia. 2 fois d'ailleurs, je pense que ça en est un peu de trop. Il va falloir que les autorités nous disent effectivement qu'est-ce qui va être fait dans les jours à venir. Allez-y, monsieur Moïse. Non, moi je veux simplement dire que va être la partition de Dr Salubela auprès du RPG. Qu'est-ce que vous apportez au RPG? Voilà. C'est la question que je me pose. Il arrive à pas répondre à la question. Allez-y, Tamba. En tout cas, retournement de Kazakh ou simple amusement politique. Je disais retournement de Kazakh ou simple amusement politique. Moi, la grosse question, c'est de savoir, Dr Salubela serait-il vraiment parti de l'UFDG s'il n'en avait pas été chassé? Parce que c'est là cette question de conviction. Voilà, on va essayer de l'inviter ici pour un débat prolongé, pourquoi pas, dans cette émission. Je suis désolé, voilà, il faut qu'on rende l'antenne. Grand merci à vous qui nous regardez à l'étranger. Demain, on va se retrouver pour un autre numéro. J'ai dit, notre série continue avec les députés. Passez une excellente soirée sur Espace TV.